Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais attendre quelques secondes, une minute ou deux pour que vous puissiez arriver tranquillement. Et je vais commencer ce live sur les clés pour s'autoriser à être soi, pour s'autoriser à vivre pleinement. D'accord. Installez-vous confortablement. Je pense que ça va durer à peu près 1 heure. On va voir. J'ai j'ai pas mal de choses à vous partager. Euh, 1 heure, ça va être le bon temps. Bonjour Anna Maria, je vois vos messages, super. Et j'en profite pour vous dire que au fil de ce live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et évidemment en direct. Allez, c'est parti, on commence. Ouais, bon, déjà c'est très joyeux pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler de ce sujet, de ce thème de vie. En tout cas, c'est un thème de vie pour moi. J'imagine que si vous êtes là à m'écouter, c'est que peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Et peut-être que j'ai des choses à vous offrir qui pourront vous aider. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vais vous partager aujourd'hui quelques clés qui m'ont aidé, en tout cas moi, que j'ai découvertes et que j'ai expérimenté avec le temps, qui m'ont aidé à m'autoriser, à être moi, à me sentir vraiment moi-même, à m'autoriser, à me sentir à ma place, à me sentir important, à sentir que j'ai de la valeur, à sentir que je compte. Voilà, tous ces sujets, pour moi, ça parle de la même chose. Euh, alors, la première chose que je veux dire, c'est que je, vous avez vu, je dis je m'autorise à être moi ou je m'autorise à me montrer, par exemple, et je dis pas j'ose, je pourrais. En fait, c'est pas tout à fait la même chose parce que pour moi, dans j'ose, il y a une notion de courage et il y a une notion de faire plus que ce que j'ai vraiment envie de faire ou ce que je me sens capable de faire. Il y a une notion de force en fait, de je vais y aller en force. Et quand je dis je m'autorise, je suis pas du tout dans cette notion de je vais en force. Je suis vraiment dans une notion de je vais pas me mettre les bâtons dans les roues. Je vais je vais prendre soin de moi. Je vais essayer de d'enlever des freins, mais je vais pas aller contre moi. Donc voilà, c'est la distinction que je fais entre les deux, entre j'ose qui est un peu j'y vais même si je me fais mal, et je m'autorise, qui est j'y vais avec le cœur en fait. J'y vais avec amour même, avec l'amour que je peux me porter. Et ouais, m'autoriser, c'est vraiment avant tout ne pas me mettre les bâtons dans les roues. Voilà ce que je peux dire déjà là-dessus. Euh, et aussi, quand je m'autorise, je peux m'autoriser à dire, m'autoriser à faire, m'autoriser à être, mais je peux aussi m'autoriser à ne pas dire, à ne pas faire ou à ne pas être. Hein. M'autoriser, c'est aussi m'autoriser à ne pas. C'est m'autoriser à me lâcher la grappe, en fait. Je suis pas obligé, c'est pas une injonction de s'autoriser. Moi, c'est vrai que j'ai envie de m'autoriser parce que ça nourrit ma vie, mais il y a des moments où j'ai pas envie, il y a des moments où je peux pas, et il y a des moments où ce qui me fait du bien, c'est de m'arrêter, c'est de me reposer, c'est de me mettre en retrait. Et quand c'est comme ça, bah, je m'autorise aussi. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais dire un petit peu comme introduction sur ce je m'autorise. Je disais, s'autoriser, ce n'est pas se faire violence et c'est vraiment important parce que, en fait, en tout cas moi, euh, si à un moment j'ai eu de la difficulté à m'autoriser, c'est précisément parce que j'ai vécu de la violence. Je peux imaginer que vous avez vécu de la violence aussi, quelle qu'elle soit, une violence dont vous vous rappelez ou pas, et c'est pas très important, mais à un moment, en tout cas dans votre histoire, euh, vous avez peut-être vécu une forme de violence à un moment donné, ou peut-être de manière répétitive, et c'est une violence qui vous a enfermé. En tout cas, dans mon histoire, c'est une violence qui m'a enfermé et qui a fait que
je me suis caché, que je me suis mis en retrait, que je me suis diminué euh, pour, euh, pour pas faire de vagues, euh, pour survivre en vrai. Et donc l'idée c'est pas de se remettre de la violence, on va pas s'en remettre une couche, on va vraiment prendre soin. Ce qui se passe dans l'autorisation, en fait, il y a, peut-être ça va vous parler, il y a un double effet. Il y a d'un côté, j'ai très envie, j'ai même plus qu'envie, j'ai un besoin énorme de connexion avec les autres, et ça me touche de le dire. Euh, je peux avoir ressenti une très forte solitude, y compris quand je suis avec des gens, avoir l'impression d'être vraiment seul et de pas savoir comment dresser un pont en fait vers les autres. Et d'un autre côté, je peux aussi avoir très peur d'aller vers les autres. Et tellement peur, en fait, que je me sens complètement incapable de le faire, complètement tétanisé, complètement démuni. C'est comme si j'avais pas appris à le faire. Et donc, je suis dans cette ambivalence invraisemblable, cette équation insoluble, qui est que d'un côté, j'ai tellement envie et besoin d'aller vers les autres, et de l'autre côté, je me sens tellement en difficulté et même en douleur de le faire. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec cette équation insoluble, en fait? Je me rends compte que j'ai peur. Donc c'est beaucoup de peur. Hein. Et de quoi j'ai peur en fait? Qu'est-ce qui pourrait se passer avec les autres? J'ai peur, par exemple, de ce que je pourrais vivre à leur contact. J'ai peur de ce qui peut arriver en fait, parce que j'ai pas de contrôle du tout en fait sur ce qui peut se passer avec eux. Et il peut se passer des choses diverses et variées qui vont me faire vivre et provoquer d'autres choses chez moi qui sont très inconfortables. Peut-être que je vais vivre des émotions très forte et que je me sens pas du tout en mesure de recevoir, d'accepter des émotions submergentes. Euh, j'ai peut-être très peur de la manière dont les gens vont se comporter avec moi, dans leur manière, dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont dire. Peut-être que j'ai peur qu'ils m'attaquent, pas forcément physiquement, hein, mais avec les mots. Euh, en tout cas, j'anticipe une forme de danger possible. Euh, et peut-être que tout ça va me mettre dans des états très douloureux de survie que je connais bien, que j'ai vécu toutes sortes d'états de survie. Et chaque fois que je les vis, je me dis, mais je veux pas du tout vivre ça. Parfois même, je mets du temps à m'en remettre. Et je me dis, mais non, plus jamais. Et en fait, la meilleure option pour pas vivre tout ça, bah, c'est rester chez moi. Sauf que si je reste chez moi, je suis plus en contact avec ces personnes avec qui j'ai envie d'être en contact. Je me suis souvent dit que quand j'étais enfant, j'avais manqué à un cours. Je me suis souvent dit, que j'avais manqué une classe, il y avait une classe à un moment donné où on apprend à être en relation avec les autres. On apprend à les rencontrer, on apprend à leur parler, on apprend à créer du lien, on apprend à avoir des discussions sans conséquence à propos de rien. Et en fait, moi, j'ai pas eu cette classe. Je sais pas, j'étais peut-être malade ce jour-là ou cette semaine-là, j'ai pas eu ce cours. Et je vois tous ces gens pour qui ça a l'air tellement simple. Eux, ils étaient à cette classe, manifestement. Et moi, je vois à quel point c'est difficile pour moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas appris? Pourquoi je sais pas faire ça? Je me sens vraiment dans une forme d'incapacité. Il y a quelque chose que je ne sais pas faire, que je n'ai pas appris. Hein. Et je peux avoir même tellement peur de pas savoir faire, de mal faire, de me tromper. Tellement peur que les autres me trouvent bizarre ou ridicule et peut-être qu'ils me pointent du doigt, ou qu'ils se désintéressent de moi, ou qu'ils me rejettent, ou qu'ils me jugent sans valeur. Et et il y a un engrenage en fait très douloureux auquel j'ai pas envie de m'exposer. En tout cas, je me raconte quelque part que pour être accepté, pour être reconnu, pour être vu comme valable et comme valide, j'ai besoin de faire quelque chose qui soit la bonne manière de faire. Et, et, et tout l'apprentissage, bien sûr, j'ai envie de dire, c'est de se rendre compte en fait qu'il y a rien à faire et qu'il y a euh, le chemin, c'est pas tant de savoir comment faire, c'est d'accepter que ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire, ben, c'est la bonne manière de faire. Et alors, bon, c'est facile de le dire, hein, une fois qu'on l'a dit, mais comment on fait? Et alors, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, hein, c'est des clés de comment on fait. La première chose que je pourrais dire, la mission, c'est de, c'est de me familiariser avec ce qui me fait peur. En fait, il y a pas d'autre chemin. Je dis pas que c'est un chemin douloureux pour y aller. Hein. Le chemin, il peut être
Alors il y a forcément une certaine dose de je me mouille dans ce chemin, mais il n'a pas à être douloureux. Euh, En revanche, il y a quelque chose de très clair, c'est que si ce dont j'ai besoin, c'est d'aller vers les autres, si j'ai ce besoin vital, la seule manière de le faire, en fait, c'est d'y aller. Sauf que je suis pas obligé d'aller dans le grand bain. Je suis pas obligé de descendre la piste noire du premier coup. Je peux le faire par étapes. Je peux commencer par une piste verte, une piste facile, confortable, ou le plus confortable possible, où je vais essayer de garantir une absence de danger. Peut-être en essayant de créer une sorte d'environnement contrôlé. Je vais vous dire comment faire ça. Le but, en tout cas, ma mission, comme je disais, c'est me familiariser avec tout ce qui me paraît impossible aujourd'hui. Et me familiariser, ça veut vraiment dire que ça fasse partie de ma famille, de ce qui m'est familier, de ce qui est quotidien, de ce qui est commun, de ce qui est banal peut-être. Et donc c'est mettre dans mon quotidien ce que j'ai l'habitude de ne pas y mettre, par petites touches, au fur et à mesure. Imaginez que dans tout ce que je fais dans la vie, si je considère tout ce que je fais dans la vie comme une zone de jeu, une zone d'exploration, ben, ma zone d'exploration, quand j'ai très peur de beaucoup de choses, ben, elle est limitée par ces peurs. Et cette zone de jeu, parce que je le vois vraiment comme un jeu, aujourd'hui, je vois vraiment la vie comme un terrain d'expérimentation pour jouer et vivre des moments de joie. Et il y a aussi des moments de douleur et des moments de souffrance, bien sûr. Hein, je suis pas dans la négation de ça, mais mon intention, en tout cas, c'est de maximiser les moments de joie. Et cette zone de jeu, je me suis rendu compte que mon intérêt, c'était de l'élargir la plus possible. Et pour l'élargir, il n'y a qu'une manière, c'est d'aller aux limites de ma zone de jeu actuelle, là où ça commence à devenir un peu inconfortable, et d'essayer, et de réessayer, et de réessayer. Il y a toute une série de situations dans ma vie que j'évite. Hein. Mais je les évite en mode automatique. Je me rends même pas compte que je les évite. J'ai tellement pris l'habitude de les éviter pour pas vivre de la peur et tout le cortège des émotions et des états douloureux qui vont avec, que j'ai un endroit de mon cerveau qui est en mode automatique. Chaque fois qu'il y a une situation dont il sait que elle peut être douloureuse pour moi, en tout cas elle l'a été dans mon passé, il va l'éviter direct et m'encourager à aller ailleurs. Et je le fais en mode tellement automatique que je me rends même plus compte que je le fais. Et donc une première clé pour moi, c'est essayer de mettre de l'attention, de la conscience sur ces moments d'évitement. Dans mon quotidien, hein, c'est vraiment les petites choses du quotidien. Parce que tant que je ne sais pas où je suis dans l'évitement de ma vie, d'une certaine manière, je ne peux pas choisir cette vie. Et je dis pas voir l'évitement et y aller. Hein. Encore une fois, le but c'est pas d'aller par la force, mais c'est au moins savoir où je suis dans l'évitement, tout ce que j'évite, et j'aurai une sorte de catalogue du quotidien, et je vais pouvoir choisir là où je vais commencer à aller, l'endroit qui me paraît le moins difficile. Et donc ça commence par poser de la conscience. Parce que si je le fais pas, eh ben, je suis en mode automatique et je me rends pas compte. Je me rends pas compte de tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'où ça vient, d'où ça vient cette peur et cet empêchement à s'autoriser. J'ai parlé de violence tout à l'heure, mais il y a aussi, on peut dire aussi qu'il y a quelque chose que j'ai pas reçu quand j'étais enfant, que ce soit mes parents ou mes référents, de manière générale, les personnes qui m'ont élevé, qui ont été autour de moi. Il y a quelque chose qu'elles m'ont pas donné. Je parlais d'un cours à l'école. Alors, c'est à l'école ou c'est à la maison, mais il y a quelque chose qu'on m'a pas donné. Je crois que je compte pas, que j'existe pas, que j'ai pas de valeur, que je suis sans importance. Il y a des familles dans lesquelles les parents donnent ça à leurs enfants. Il y a des familles où ils le font pas. C'est comme ça, on peut pas le changer, c'est-à-dire c'est dans le passé. Mais le problème, donc, c'est plus mes parents, puisque c'est plus eux qui agissent sur moi en tant qu'adulte. Euh, c'est d'une certaine manière, je suis devenu le relais de mes parents, sans bien m'en rendre compte. Et ça participe aussi à mon mode automatique.
c'est plus eux qui me nient une certaine valeur, ou en tout cas qui me montrent pas que j'ai de la valeur, c'est moi qui le fais dans mon quotidien. Je me fais subir dans mon quotidien ce que j'ai peut-être subi dans le passé. Je continue à le faire, mais par habitude. Je m'habitue à ne pas compter à mes propres yeux. Et je vais donner un exemple. Si moi, je me rends compte que j'ai pris l'habitude de subir. Ce qui veut dire concrètement que si à un moment j'ai froid, on va parler de besoins basiques, j'ai froid ou j'ai faim ou etc. J'ai pris l'habitude de souffrir et de subir et j'entends cette information de mon corps et je la balaye et je lui dis oui oui là on est en train de je sais pas je travaille je suis en train de parler avec quelqu'un je ferai ça plus tard. Et là je parle de avec la fatigue ou avec la faim mais ça peut être quantité d'autres besoins euh, et en me disant je le ferai plus tard et parfois même en ne le faisant pas du tout. Le message que je m'envoie à moi-même c'est tu ne comptes pas, tu n'es pas important, tu n'es pas de la valeur. Ce qui compte, ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est par exemple la personne avec qui je suis en train de parler. Et elle a plus de valeur que moi, donc je vais continuer à parler avec elle et je vais pas lui dire que je suis fatigué ou que j'ai faim. Euh, et ça, c'est quelque chose que je fais vraiment de manière très habituelle. M'autoriser, c'est voir ces moments-là, les reconnaître et choisir de leur donner de l'importance et d'y répondre quand ils se présentent. Euh, si j'ai froid là, au moment où je parle, je fais une vidéo, j'ai envie que ce soit bien présenté, etc. Mais en vrai, si j'ai froid, ce qui serait cohérent, c'est que j'attrape une couverture et que je me la mette sur les épaules. Parce qu'en faisant ça, je me donne le message à moi-même qui est tu as de la valeur, tu es important. Et parce que tu l'es, je prends soin de toi en te donnant cette couverture. Au lieu de décider que ce sont les besoins des autres qui sont les plus importants. Ce que je fais de manière courante. Je considère que les autres sont plus importants que moi, donc leurs besoins sont plus importants que les miens. Mais il y a autre chose que je fais en mode automatique aussi, c'est que je cherche à compter aux yeux des autres. Puisque je ne compte pas à mes propres yeux, je cherche à compter aux yeux des autres. Je cherche à vérifier constamment auprès des autres que j'ai de la valeur à leurs yeux. Euh, et donc, je suis très sensible à tout ce qu'ils vont pouvoir dire, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, tout ce qu'ils vont pouvoir évaluer ou juger à mon propos. Euh, j'ai besoin qu'ils m'aiment, j'ai besoin qu'ils soient satisfaits de la manière dont je me comporte, j'ai besoin qu'ils me trouvent sympa, j'ai besoin qu'ils me trouvent drôle, etc. Et en fonction de ce qu'ils vont dire ou faire, eh ben, il y a comme une sorte de capteur qui me dit ah là il me trouve pas si intéressant ou si drôle ou si je ne sais quoi. Donc en fait je jauge ce que je vaux constamment à travers le regard que j'imagine, l'évaluation que j'imagine des autres. Et évidemment, ça c'est complètement destructeur parce que bah, les autres, par définition, ils vivent leur vie, ils me regardent, parfois ils m'apprécient moins. Enfin, si je dépends des autres et de la manière dont ils me regardent ou me considèrent, mais en fait, j'ai pas fini de faire des hauts et des bas. J'ai aucun pouvoir en fait dans l'histoire. C'est comme si je me mettais complètement entre les mains des autres. Et en mode automatique, c'est ce que je fais. Si je veux m'autoriser, si je veux m'autoriser à être qui je suis, j'ai besoin de m'offrir de la valeur à moi. Et pour m'offrir de la valeur à moi, j'ai besoin d'écouter mes besoins. Et j'ai besoin de gérer moi-même. Et donc ça passe par, je parlais de je suis fatigué ou j'ai faim, ça passe par j'écoute les besoins de mon corps. J'écoute mes sensations. J'écoute mes émotions. Est-ce que j'ai l'habitude de faire ça? Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que je suis capable de nommer mes émotions? Est-ce que je suis capable de nommer mes sensations? Peut-être pas, peut-être en partie, peut-être certaines et pas d'autres. Et c'est comme ça, je ne peux pas le changer, c'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ça peut évoluer. Je peux m'entraîner à écouter mes sensations, à mettre de la conscience sur mes sensations, comme je le fais sur mes besoins, à mettre de la conscience
sur mes émotions, à poser des noms dessus, et peut-être même à les partager aux autres. Et ça, c'est un entraînement. Plus je le fais, plus c'est facile de le faire. J'ai aussi besoin de comprendre comment fonctionne mon système nerveux pour pouvoir m'y adapter. Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais on a un système nerveux qu'on partage avec toute une série d'animaux, enfin une certaine partie avec quasiment tous les animaux de la planète, et d'autres parties avec seulement, entre guillemets, les mammifères. C'est déjà pas mal d'animaux. En tout cas, on a tout un fonctionnement qui parle de sécurité et d'insécurité qui est très biologique, qui est très animal. Ça passe pas du tout par ma pensée. J'arrive dans une pièce où il y a des gens qui m'attendent et tout à coup, je fais le tour en automatique, je fais le tour de toutes les personnes qui sont là. En fait, ce que je fais sans bien m'en rendre compte, qui est un comportement très animal, c'est que je regarde si j'estime qu'il y a un danger quelque part. Et il y a peut-être une personne qui va m'inspirer quelque chose de ouh là là, avec cette personne, il faut que je fasse attention. Je la connais pas cette personne, hein, je sais pas qui c'est. Je ne sais même pas pourquoi elle m'inspire ça, et peu importe, ce qui est sûr, c'est que mon système nerveux, biologique, me dit danger à cet endroit. Et la question, c'est pas tant de savoir s'il a raison ou s'il a tort. À ce moment-là, c'est juste de reconnaître que mon système nerveux me dit ça. Et quand mon système nerveux me dit attention, danger, et il peut l'exprimer de différentes manières, je ne suis pas en capacité de faire autrement que de vivre ça. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure les états de survie. Je ne peux pas décider que ça compte pas, que c'est pas important, et mon cerveau, on va dire mon mental, prend la relève et dit non, non, mais ça c'est une réaction animale un peu primaire qui ne compte pas. En fait, elle compte, et je ne peux pas l'éviter. Alors je peux décider mentalement de ne pas en tenir compte et d'y aller en force, ou je peux décider que, en fait, si elle est là, je dois faire avec elle, et qu'il y a peut-être aussi un apprentissage et un entraînement à faire là avec elle. Alors vous en avez peut-être entendu parler de ces états survie. Euh, il y a d'un côté la sécurité qui est je me sens bien au contact de quelqu'un, j'ai le cœur ouvert, j'ai le plexus en expansion, j'ai peut-être de la chaleur dans le ventre, je me sens en sécurité, je me sens bien. C'est peut-être ce que vous expérimentez avec des membres de votre famille, des amis proches, dans les moments où ça va bien avec eux. Et puis il y a d'autres moments où je vais vivre quelque chose de l'ordre de la survie, ou parce qu'une personne va se comporter d'une certaine manière, ou même simplement parce que cette personne, compte tenu de son aspect physique, par exemple, m'impressionne à un point qui fait que je me dis il y a un potentiel danger. Je peux avoir plusieurs réactions. Je peux avoir une réaction de je sens tout mon corps se contracter et je me sens prêt à me défendre s'il y a besoin de me défendre. Je peux avoir aussi une réaction qui ressemble à l'évitement, qui est une réaction de fuite. C'est oulala, j'ai très envie de ne pas être là, j'ai très envie de partir. Peu importe ce que me dit ma tête, là j'ai juste envie de fuir, quoi. Et je peux avoir aussi une réaction encore plus euh, extrême que ça, qui est je me sens incapable de faire face à cette situation, c'est insupportable, c'est un état de survie que moi j'ai beaucoup connu, qui est je ne saurais même pas m'échapper, ou je ne saurais même pas me défendre, je sens que je me désagrège. Et tout à coup, c'est comme si j'existais plus vraiment, ou en tout cas, je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Je me sens véritablement coupé de moi. Et s'il se passe quelque chose, peut-être qu'il se passera rien, mais s'il se passe quelque chose, c'est comme si d'une certaine manière, un endroit de moi avait accepté que j'allais vivre ce que j'allais vivre, ce que j'allais subir, ce que j'allais subir. Donc ça, c'est un peu l'état extrême de survie. Et ça parle d'insécurité, bien sûr. Et ces différents états, on les traverse constamment, tous les jours, à des degrés divers, hein. Parfois, donc parfois c'est tout petit. C'est je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui surgit dans mon champ de vision, une personne, un chien, peu importe. Et j'ai soudainement mon cœur qui se met à battre, je vois que je suis un peu contracté, je me sens hyper vigilant,
Et puis, j'observe en fait que, enfin, je reconnais que c'est une personne ou que c'est un chien qui a priori est pas dangereux, et boum, ça redescend d'un coup. Et je me recalme. Donc, je suis passé de l'insécurité à la sécurité en une fraction de seconde, ou en quelques secondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et le problème, c'est pas de le vivre. Le problème, c'est quand on se retrouve de manière fréquente en état d'insécurité, avec une grande difficulté, voire une impossibilité à revenir dans un état de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est un entraînement, c'est une pratique. Notre vie, notre histoire fait que je n'ai pas appris ou j'ai pas été familier de mon état de sécurité. J'ai même pas été suffisamment familier de mes états d'insécurité au sens où je ne savais pas euh, passer de l'un à l'autre. Je ne savais pas me remettre en situation de sécurité. Et ben ça se pratique et ça s'apprend. Mais c'est une décision, c'est un choix. Je me dis que j'ai envie de m'y mettre. Et quand je décide de faire ça et quand je commence à le faire, ça veut dire que je peux de plus en plus compter sur moi. Alors, il y a des choses que je peux faire tout seul et il y a des choses que je peux pas faire tout seul. À partir du moment où je veux explorer et avancer, progresser dans ma relation à l'autre de manière générale ou dans ma relation aux autres, peut-être que j'ai peur des groupes. Moi, c'était mon cas. J'ai beaucoup eu peur des groupes. Euh, dans mon histoire, c'est beaucoup plus facile d'être face à une seule personne que d'être face à un groupe de personnes. Je suis assez confortable dans la conversation à deux, pas très confortable dans les conversations de groupe, les échanges de groupe. Et il y a des moments où être face à un groupe, ou même au milieu d'un groupe, c'était très anxiogène. Et, et je me suis rendu compte que la seule manière, en fait, d'avancer là-dessus et de prendre soin de ça, euh, bah, c'est de le faire au contact d'une personne ou d'un groupe de personnes. Parce que ce qui est douloureux dans la relation, je crois pas qu'on puisse en prendre soin en dehors de la relation. C'est pas quelque chose que je peux faire seul. Pendant longtemps, j'ai cru que avec la connaissance, je pouvais tout faire. Et j'ai beaucoup lu. Quand je dis beaucoup, il y a une époque où j'ai acheté des centaines de livres sur quantité de sujets et où j'avais l'impression après chaque livre que je comprenais. Et sans doute que je comprenais des choses, mais je les intégrais pas. Ça redescendait pas dans mon corps. C'était pas des choses que j'étais en capacité d'incarner. Et en fait, quand je me retrouvais dans un groupe de personnes ou dans la rue ou une réunion de travail ou en famille, eh ben, je me retrouvais systématiquement confronté aux mêmes difficultés. Et en fait, malgré mes connaissances, elles m'aidaient parfois à comprendre peut-être ou analyser ce qui se jouait, mais je me sentais pas du tout en capacité ou en mesure d'évoluer là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, pour moi, que j'ai beaucoup expérimenté dans des groupes, mais pas n'importe quel groupe. Là, je parle d'environnement choisi. Je parle de groupes de sécurité. Je parle de groupes cocon, hein, où on va se mettre d'accord sur comment, ce qu'on va faire ensemble, comment on va le faire ensemble, où on va identifier nos nécessités de sécurité et, euh, et où on va pas vivre du tout les mêmes expériences que celles qu'on peut vivre de manière un peu plus jungle, au sens de j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe dans la rue ou au travail, etc. À des endroits où les codes sont moins, les cadres des codes sont moins sécurisés, voire pas sécurisés du tout. Et donc ça peut se faire avec un groupe et, euh, et avec un groupe choisi, bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce que j'en reparlerai, mais c'est ce que je propose dans mon parcours. Je m'autorise à me dire et me montrer, c'est de se retrouver en groupe avec un cadre très défini où on va pouvoir expérimenter des petites choses et des choses de plus en plus importantes vis-à-vis des autres, face aux autres, au centre d'un groupe et, et accueillir ce que je ne suis pas capable d'accueillir dans la jungle parce que c'est trop douloureux, parce que je ne sais pas y faire face. Et là, on va apprendre à le faire. Je vais m'entraîner et je reviens à me familiariser. Toute la clé est là-dedans, dans me familiariser, m'habituer avec des gens, cette fois-ci, qui me veulent du bien, dans un environnement approprié.
Donc il y a des choses que je peux faire tout seul, bien sûr. Je parlais tout à l'heure de la conscience que je mets sur mon quotidien, sur ce que je peux décider de faire différemment. Bien sûr, il y a des choses que je peux faire seul, mais mon expérience, c'est qu'il y a, pour évoluer rapidement, rien ne vaut un groupe avec lequel je suis en sécurité. Et peut-être que vous avez la chance d'avoir ça dans votre entourage, dans votre environnement, et peut-être pas. Euh, mais on peut le constituer, on peut en trouver des groupes comme ça. Moi, j'ai eu vraiment besoin, de manière très intuitive, et je sais aujourd'hui ce que je dois à ces pratiques-là, j'ai vraiment eu besoin d'expérimenter que je pouvais me montrer à d'autres personnes, que je pouvais me montrer plus que je ne le fais d'habitude et me rendre compte que j'en mourrais pas, que j'arrivais à y faire face, que j'arrivais à reprendre ma respiration, à reprendre mon calme, à revenir à moi et petit à petit à y trouver du confort. Et je me suis tellement entraîné à faire ça souvent que c'est devenu de plus en plus habituel. Et ça ne veut pas dire que je me retrouve pas potentiellement dans des états de survie, mais ça veut dire que j'y reste, j'y reste peu longtemps. Que je suis capable assez rapidement de revenir à la sécurité. Et au-delà de la sécurité, de revenir à quelque chose de l'ordre de la joie. Alors qu'est-ce que ça veut dire que se montrer à d'autres personnes? C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Culturellement, euh, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qu'on apprend en famille, c'est pas quelque chose qu'on apprend au travail, de manière générale. Et on apprend plutôt que se montrer tel qu'on est, en fait, c'est dangereux. C'est un peu le message qu'on envoie. Et dangereux ou au moins inconfortable, ça peut l'être, hein. En effet, je ne dis pas que ça ne l'est pas, que ça ne peut pas l'être. Mais c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire dans des circonstances qui soient soutenantes. Et alors, ça veut dire quoi? Me montrer tel que je suis, ça veut dire montrer ce que j'ai l'habitude de cacher. Ça veut dire que c'est dépasser le personnage ou le masque que j'ai dans une circonstance particulière pour oser dire des choses qui sont un peu vulnérables chez moi. C'est par exemple partager, je vous donne un exemple, euh, je, donne un, je donne des cours sur les compétences émotionnelles et en particulier un sur la confiance en soi. Et on peut se faire une image de la confiance en soi qui est je suis quelqu'un de fort, de je crains rien, il va rien m'arriver, de manière générale dans ma vie, je ne crains rien et je suis solide, un roc. Et ma vérité à moi, c'est que peut-être que euh, quand je vais arriver à ce cours, ce jour-là, je me sentirais peut-être un peu fatigué, un peu fragile, peut-être que j'aurais un peu peur. Peut-être que je suis un peu impressionné parce qu'il y a telle ou telle personne dans le groupe. Peut-être que euh, euh, il y a plein de paramètres et de critères qui font que peut-être je suis pas au top et peut-être pas, peut-être que je suis pas en grande confiance. Bien, ce que je fais dans ce cours, c'est que je commence par dire ça. Je dis, je viens vous parler de confiance en soi, mais qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Parce que ben, là, tout de suite, en fait, au moment où je vous parle, eh ben, j'ai un peu peur. Je sens que je tremble un peu. J'ai un peu peur que vous me trouviez pas à la hauteur, que vous me trouviez pas bon, pas compétent. Euh, et je vois qu'une fois que je le dis, il y a mon corps qui se détend. Une fois que je le dis, mon système nerveux se régule aussi. Une fois que je le dis, tout à coup, je vous vois plus comme potentiellement des dangers, mais je vous vois comme des personnes avenantes. Euh, et d'ailleurs, véritablement, je vois que les personnes sont plus avenantes aussi parce qu'elles sont touchées par le fait que je leur partage ce que je leur partage. Se montrer, c'est partager ce qui est invisible. C'est partager ce que j'ai l'habitude de ne pas partager. Ça peut être mes émotions, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, par exemple, dans
avec un ami, une amie, avec mon conjoint, ma conjointe. Ça peut être de parler de sujets dont je n'ai pas l'habitude de parler. Ça peut être, par exemple, de parler de sujets tabous. Peut-être que dans ma culture, dans ma famille, dans le contexte dans lequel j'évolue, où j'ai évolué, plus jeune, il y a des tabous. Il y a des tabous, par exemple, je donne quelques exemples, je vais parler en tout cas dans mon histoire, sur le sujet de la sexualité. Il y a des tabous sur les sujets des addictions. Il y a des tabous sur le sujet de l'argent. Et je pourrais en nommer beaucoup d'autres. Et on a tous des tabous à des degrés divers, parfois les mêmes, parfois pas. Et donc ça veut dire que c'est des sujets qui sont douloureux à aborder. Peut-être, je me raconte, peut-être que si je les aborde, et que pas de manière mentale et théorique, hein, si j'en parle en disant ce que moi je vis dans ces sujets, comment je vis ma sexualité par exemple, ou comment je vis mes addictions de manière hyper concrète, ben, rien que l'imaginer, ça me fait vivre de la honte. Et cette honte, est-ce que je peux la partager avec mon partenaire de vie, par exemple? Si moi je veux avoir plus de vie et oser être qui je suis avec mon partenaire, mon conjoint ou ma conjointe, comment je fais si, par exemple, je ne peux pas parler de sexualité? Alors que je reconnais que c'est une composante essentielle de cette relation toute particulière que j'ai avec cette personne. Comment je fais si je me sens incapable d'en parler? Parce que j'ai peur, parce que j'ai honte, je vais avoir peur d'être jugé, euh, de me sentir ridicule, je sais pas en fait, tout ce qui peut se présenter. Mon expérience, donc pendant des années, je l'ai jamais fait, je l'ai pas fait du tout. Je savais même pas que c'était possible et envisageable de le faire. Et petit à petit, j'ai appris à le faire. Aujourd'hui, je le fais couramment, j'ai envie de dire. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un sujet de nécessité première, parce que dans la sexualité, il peut y avoir tellement de joie, tellement de vie, tellement de bonheur, à condition que je m'autorise à la mettre dans la lumière, à condition que je m'autorise à... Est-ce que je suis capable de dire à ma partenaire ce dont j'ai envie? Est-ce que je suis capable de lui dire ce dont je n'ai pas envie? Est-ce que je suis capable d'entendre ce dont ma partenaire a envie? Et peut-être que ça fait peur la première fois, et petit à petit, ça devient possible. C'est de l'expérimentation. Donc ça peut être ça, c'est parler des sujets tabous, me montrer vraiment. Euh, donc ça parle vraiment pour moi d'authenticité. À quel point je suis capable de me montrer avec authenticité et, et avec vulnérabilité, peut-être même avec transparence. Et tant que je ne suis pas capable de le faire, et je dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire, de toute façon. Je ne dis pas non plus qu'il faille le faire avec tout le monde et en toutes circonstances. Je dis juste que mon expérience, c'est que pour me sentir plus en autorisation, j'ai besoin de le faire avec les personnes qui comptent pour moi et dans certaines circonstances avec des personnes qui comptent peut-être moins pour moi mais qui ont un impact fort dans ma vie. Et peut-être que ce sera des collègues, euh, mon patron, ma patronne, euh, mes enfants. Je me suis rendu compte que en cachant tout ce que j'avais l'habitude de cacher, en fait, je mens aux autres déjà, et je dis pas ça comme un jugement, c'est ni bien ni mal, mais surtout je me mens à moi-même. Je suis de nouveau dans cette forme d'évitement dont je parlais tout à l'heure. Et de manière très intuitive, j'ai compris assez rapidement il y avait un chemin de salut pour moi à m'entraîner, à me montrer. Et je suis pas encore au bout du chemin, j'en fais un petit peu plus chaque jour. Je rencontre de plus en plus de personnes avec qui c'est souhaitable, désirable et pour qui c'est souhaitable et désirable de le faire. Et, et je vais de plus en plus loin là-dedans et je gagne de plus en plus d'assurance. Je gagne de plus en plus je sens un socle dans mon corps qui fait que la vie devient de plus en plus possible. C'est comme si, avec toutes ces clés et ces pratiques, je, euh,
je prenais soin de mon jardin et que petit à petit, les plantes peuvent pousser. Je le sens vraiment comme ça, parce que ce socle de sécurité que j'ai longtemps cherché chez les autres, dans leur regard, par exemple, aujourd'hui, je le trouve à l'intérieur de moi, mais quand je dis que je le trouve, c'est que je le sens physiquement. Il est dans mon ventre, il est dans mon ventre et je le vis comme un socle. C'est vraiment quelque chose comme ça sur lequel je peux me poser. Et c'est arrivé petit à petit, grâce à ces différents entraînements, ces différentes familiarisations dont je vous parle. Alors ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors évidemment, il y a d'autres choses encore, mais en tout cas, c'est un ensemble de choses qu'on peut faire pour gagner en puissance, pour gagner en autorisation. Et il y a aussi d'autres choses. Euh, et vous notez que ce qu'il y a de commun quand même à tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est aussi ma volonté et ma capacité à, à voir ce qui se passe, à mettre de la conscience, à observer en fait, hein, à m'observer moi, à m'observer mes sensations, à observer mes émotions, à observer mon système nerveux, à observer ce que j'évite de faire, à observer les moments où je me cache. Et en fait, rien qu'être dans cette observation, ça me fait établir un catalogue énorme de tous les endroits où je peux changer quelque chose dans ma vie. Et il y a des endroits un peu magiques que j'appelle les élans de vie. Euh, et ça parle vraiment de l'élan que les enfants ont. Peut-être que vos enfants ont, que les enfants que vous croisez de près ou de loin ont. Vous savez, les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose, quand ils sont excités par quelque chose, quand ils ont de la joie à, à faire, à jouer à quelque chose, vous voyez que ça jaillit d'eux. Il y a quelque chose de et ils réfléchissent pas souvent et ils vont pousser un cri et puis ils vont se mettre à courir et puis ils vont attraper quelque chose, et ils vont dire quelque chose à quelqu'un, ils vont sauter, etc. C'est très spontané. Et cette énergie-là, cet élan qu'il y a chez les enfants, en fait, il existe toujours chez les adultes. C'est pas comme si les enfants avaient un jour disparu et qu'on était devenus des adultes. On est juste des enfants qui ont grandi et qui ont perdu plein d'habitudes et ont oublié plein de choses. Euh, mais ces élans, ils sont toujours là. Sauf qu'on a perdu l'habitude de les voir. C'est toujours la question de la conscience, le projecteur que je mets. Et les élans, je vais vous donner, il y a plusieurs manières d'être attentif à ces élans. Euh, une manière qu'on remarque en général, c'est par exemple quand je suis jaloux de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va raconter un épisode de sa vie, il va dire qu'il a une belle maison et je sens de la jalousie. Je me dis, waouh, moi aussi. Alors peut-être je me dis rien, mais en tout cas je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la jalousie. Et si je juge que c'est très mal, avec des guillemets, d'être jaloux, bah, il y a un endroit de moi qui va vite mettre ça de côté et je vais arrêter d'y penser et je vais l'occuper autrement. Je vais peut-être arrêter de l'écouter, je vais aller faire autre chose, je vais lui poser une question pour changer de sujet, etc. Ça, c'est toutes mes stratégies d'évitement. Et je peux aussi considérer que être jaloux, c'est une expression, c'est une information qui me vient de l'intérieur de mon être et qui me dit oh, moi je veux ça pour moi. Mais comme un enfant qui dit oh mais moi aussi je veux cette glace, tu me fais goûter. C'est pareil en fait. J'en voudrais pour moi. Et là je parle d'une maison, mais ça peut être n'importe quoi. C'est quelqu'un qui raconte une histoire et j'adore la manière dont il la raconte. Il est drôle. Euh, je vois quelqu'un qui danse et qui danse magnifiquement. Et je me dis, ouah, j'aimerais tellement ça pour moi. Et ça peut être beaucoup de choses, de la vie de tous les jours, en fait. Des choses les plus pragmatiques aux choses les plus folles. Et toutes ces petites choses sont des éléments d'information sur ce qui me met en, ce qui me permettrait de me sentir davantage vivant. Et alors c'est drôle parce qu'on part de quelque chose qu'on appelle la jalousie et qui est plutôt pas très bien vu, et on se rend compte en fait c'est un outil utile parce qu'il me dit waouh j'ai envie de ça. Parfois c'est pas sous forme de jalousie, c'est alors moi je vous donne un exemple. Moi j'adore danser
Ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, pendant longtemps, pendant la plus grande partie de ma vie, en vrai, j'étais pas du tout capable de danser parce que je pensais que j'étais ridicule, que je savais pas faire, que j'étais pas capable, que j'étais pas compétent, que les autres allaient se moquer de moi, etc. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'on pouvait danser d'une manière, on va dire, spontanée, et où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, où juste il y a ma manière de faire, la manière des personnes qui sont autour de moi, qui a ni bien ni mal, juste je laisse mon corps vivre ce qu'il a à vivre et me rendre compte que ça me fait du bien. Et ça m'est arrivé, et donc je dis ça, j'ai commencé à, c'est rentré dans ma vie il y a 6 ans. J'ai découvert que j'aimais danser, puis petit à petit je m'y suis habitué, je l'ai intégré, j'en ai profité de plus en plus. Aujourd'hui, je danse assez régulièrement. Euh, et quand je parle de danse, je parle pas de danse de salon. Je parle pas de danse chorégraphiée que on connaît plus tous, toutes plus ou moins, ou en tout cas qu'on a, euh, qui nous sont familières. Je parle de danse spontanée, de danse libre, où l'important c'est de laisser à mon corps la possibilité de vivre et d'exprimer ce qu'il a envie de vivre et exprimer sans aucun jugement. Euh, Ça fait partie des pratiques que moi j'utilise régulièrement pour moi, qui me nourrissent beaucoup. Et quand je fais ça pendant plusieurs jours, parce que parfois voilà, je suis des ateliers ou des stages qui durent plusieurs jours, euh, quand je reprends, on va dire, ma vie dans le quotidien, dans le civil, ça m'arrive de me retrouver. Mon corps a pris des habitudes d'élan qui font que je suis dans la rue. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va avoir une démarche particulière, qui va peut-être un peu courir avec une démarche assez inspirante pour moi. Un petit peu quand on a un enfant et qu'on gambade de joie. Et là, je sens mon corps qui a envie de le suivre. Et, euh, et me rendre compte de ça, déjà, c'est une grande joie, parce que je sens la vie en moi. Et parfois m'autoriser à le suivre, c'est-à-dire, eh ben, il y a quelqu'un qui fait un geste comme ça avec son bras, et je sens que mon bras a envie de faire la même chose. Et si je m'autorisais à le faire? Et si je m'autorisais à... Je suis dans la rue, il y a plein de gens, personne ne regarde personne. Et si je m'autorisais à moi aussi à gambader et à lancer le bras comme ça? Et ça m'arrive de le faire. Euh, Est-ce que quand je le dis, j'ai l'air un peu dingue? Est-ce qu'il y a des gens qui me voient ou qui me regardent en me jugeant? Peut-être. Et en vrai, je décide que ça m'est complètement égal parce que ça me fait tellement de bien d'accepter cet élan en moi et de le suivre. Ça me nourrit. Et alors, je fais ça aujourd'hui. Il m'a fallu du temps pour y arriver. Il m'a fallu de l'entraînement, de l'acceptation. Et c'est pas tant de l'entraînement douloureux, au sens j'ai dû faire, refaire, refaire jusqu'à ce que ce soit possible. C'est surtout que je me suis vite rendu compte, encore une fois, dans des environnements protégés, où il y a un cadre de sécurité, où je sais que personne ne va se moquer de moi, personne ne va me montrer du doigt, personne ne va me juger, euh, où je vais être entouré de personnes soutenantes parce qu'elles veulent vivre sans doute la même chose que moi. euh, je me suis rendu compte que danser, c'était quelque chose de très agréable. C'était quelque chose de très joyeux, de très nourrissant. Et je l'ai tellement fait et j'ai tellement engrammé dans mon corps le bien que ça me faisait que maintenant le faire dans des cadres où il y a des gens qui vont peut-être trouver ça étrange ou bizarre, c'est tout à fait possible, parce que eux, jamais ils s'autoriseraient, en tout cas ça ne fait pas partie de leur monde, euh, ça m'impacte beaucoup moins, ce regard des gens. Ça ne veut pas dire que euh, j'en suis totalement exempt. Je, j'observe qu'il y a un endroit de moi qui me dit ah il y a des gens quand même, j'observe, mais c'est pas parce que je l'observe que je me sens empêché de le faire. Et, et, et cet endroit de moi qui se rappelle à quel point c'est bon de vivre ça, il prend suffisamment de place pour gommer ce petit endroit de moi qui a peut-être un peu peur de la réaction des autres. Et donc, c'est grâce à ce que j'ai pu expérimenter, là je parle de danse, mais c'est vrai aussi dans le fait de se montrer dans sa vérité, dans son authenticité, plus je le fais avec des personnes avec qui c'est joyeux, confortable et sécurisé de le faire, plus je sens à quel point ça m'apporte
et plus les freins que je pourrais avoir deviennent insignifiants. Et c'est de la familiarisation, ça aussi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment écouter la vie en moi, écouter mes élans d'enfant, leur donner de la place. Et ça veut pas dire que je les suis tous, hein. Parfois, je peux pas là tout de suite parce que je dois aller par là et que lui il voudrait aller par là. Mais je peux lui dire, je lui parle en fait, et je lui dis, eh ben écoute, j'ai compris que c'était quelque chose qui te ferait beaucoup de bien. Je te propose qu'on fasse ça demain ou la semaine prochaine. J'aurai un moment pour faire ça et on fera ça. Et puis parfois, je peux décider aussi, en vrai, là, ce que je m'apprête à faire, j'ai prévu d'aller faire des courses, en vrai, je peux les faire plus tard, je peux les faire demain. Et là, ce dont j'ai besoin, c'est d'écouter cet élan qui va me nourrir. Et aujourd'hui, chaque jour, quand je me lève, et alors, bon, il y a des journées plus douces que d'autres, il y a des journées euh, chaotiques, il y a des journées challengeantes, voilà, bien sûr. Mais je me demande chaque matin ce que je vais pouvoir mettre comme petite pépite de vie dans mon quotidien pour que ma journée, quoi que je fasse, vaille la peine. Il va se passer des choses plus ou moins agréables, sur lesquelles j'ai plus ou moins de contrôle. Je décide pas tout, mais je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir suivre comme élan. Et parfois, c'est des toutes petites choses. Et ça, c'est une clé aussi. C'est les toutes petites choses du quotidien. C'est pas forcément la vie, je vais pas la retrouver uniquement si je fais par exemple le job de mes rêves ou si je pars pour les vacances de mes rêves ou si et je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ce que je dis c'est que c'est pas quelque chose que je peux organiser tous les jours. Euh, Ce que je peux organiser tous les jours, par exemple, c'est que je parle souvent de ma boulangère, parce que ça, c'est du vrai quotidien, et que j'ai l'habitude d'aller acheter mon pain tous les jours. C'est un moment, enfin, voilà, c'est important pour moi d'aller acheter mon pain tous les jours. Donc, je vais l'acheter, et il y a toujours ce tout petit moment d'interaction, où il se passe pas grand-chose, en vrai, mais avec ma boulangère. Et, par exemple, je vais vous donner un exemple, tout bête, de, je choisis un pain différent tous les jours. Je sais jamais ce que je vais prendre parce que j'ai envie d'écouter cet élan. Donc j'arrive et puis il y a un petit peu de queue, les gens sont un peu pressés, peut-être que la boulangère est un peu pressée. Et puis alors que la personne devant moi n'a pas tout à fait fini, elle est déjà en train de me demander oui, qu'est-ce que ce sera? Et en vrai, je peux parler en mode automatique, dire je prends une baguette s'il vous plaît. Ou je peux décider que ce qui est joyeux pour moi là, c'est de ne pas savoir ce que je vais prendre et de regarder ce qu'il y a et de voir ce qui me donne envie. Sauf que pour faire ça, je vais être obligé de ralentir un peu la queue. Et je vais peut-être agacer des personnes. Alors, je dis pas la ralentir de manière extrême, hein, mais déjà, je vois l'endroit de moi qui me dit ah, tu vas déranger les gens, ils sont pressés, la boulangère a autre chose à faire, etc. Et sans doute, je vais les ralentir, mais peut-être je vais les ralentir d'une minute. Et en vrai, cette minute va m'apporter quelque chose d'important à ce moment, qui est que je vais aller me mettre devant. Alors, du coup, ben, je m'autorise et je dis, alors attendez, je sais pas, j'ai envie de voir d'abord. Alors, il y a des gens qui vont peut-être se pousser un peu pour que je puisse voir. Je vais me mettre devant, je vais regarder. Et puis là, je me dis, ouais, lequel me plaît le plus? Et ah là là, celui-là, il a l'air trop bon, il a l'air croustillant, il a l'air moelleux en même temps, il est beau en plus, il me plaît bien. Je vais vous prendre celui-là là. Et je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il me plaît et je veux prendre celui-là. Et, euh, et je paye, je sors et je me réjouis à l'idée de le goûter, je me réjouis de le sentir, et, et à un moment donné, j'aurais pu prendre ma baguette d'habitude, entre guillemets, elle est très bien ma baguette d'habitude. C'est juste qu'elle m'a pas donné, elle m'a pas offert cet élan-là ou cette joie-là que j'ai eu avec ce pain spécifique que j'ai choisi. Et ben ça a l'air de pas grand-chose. Et en vrai, pour moi, c'est quelque chose d'important. À un moment, dans cette queue-là, j'ai décidé que j'étais suffisamment important pour m'offrir quelque chose qui va me faire du bien, qui va m'apporter de la joie, qui va me donner un goût que j'aime bien dans ma bouche, c'est de la vie. C'est un bon exemple parce que ça arrive pratiquement tous les jours à la boulangerie ou ailleurs. Enfin, c'est vraiment des épisodes de la vie de tous les jours. C'est dans les détails de la vie de tous les jours que la plupart des changements soutenants pour m'autoriser se trouvent.
Et ça, c'est des pistes vertes. C'est pas des gros changements de vie. C'est est-ce que je vais m'autoriser ou est-ce que je vais pas m'autoriser? Et peut-être que je vais pas y arriver parce que y a quelqu'un qui grommelle 3 personnes dans la queue derrière moi, qui fait oh là là, il y en a marre, j'attends depuis ce matin, c'est pas possible, dépêchez-vous. Et là, je vois que j'ai pas du tout l'énergie de. Je pourrais choisir de. Bah, écoutez, j'ai le droit de prendre le temps, etc. Puis peut-être qu'il y a des jours où j'ai cette énergie-là, mais là, je l'ai pas. Là, j'ai pas envie de m'opposer à quelqu'un, j'ai pas envie d'être plus fort que ce que je me sens réellement. Là, je me sens tant pis, aujourd'hui, je vais juste prendre ma baguette. Et c'est ok, ça c'est m'autoriser aussi. Et je vais sortir de cette boulangerie avec ma baguette. C'est pas ce que j'aurais souhaité, mais en même temps, je voulais pas non plus me trouver dans une situation désagréable ou inconfortable à gérer. Euh, Demain, je ferai différemment. Et ça, c'est aussi une clé. C'est ce que moi, j'appelle pour moi le droit au brouillon. Le droit au brouillon. J'ai le droit, tous les jours, j'ai systématiquement le droit au brouillon. J'ai le droit de ne pas savoir faire du premier coup. J'ai le droit de ne pas m'autoriser. Et peut-être que demain j'y arriverai, ou peut-être pas, et c'est pas très grave. Et j'ai le droit au brouillon de manière successive. J'ai le droit à plusieurs brouillons. Et l'important, c'est pas de, faut que je m'autorise à tout prix. Vous vous rappelez, c'est l'autorisation quand elle me sert. Et parfois elle me sert, et parfois elle va me coûter plus qu'elle ne me sert. Donc, c'est moi qui fais mon choix. Et là, mes sensations et mes émotions, elles me le disent. Elles me disent, ah non, j'ai pas envie là. Je fais, ok, t'as pas envie. Bah, je t'écoute. Et en faisant ça, en écoutant l'endroit de moi qui dit, oh non, j'ai pas envie, juste prends la baguette, j'ai pas envie de me faire remarquer, on rentre à la maison. Juste faire ça, c'est me dire, je t'ai entendu, en tout cas dire une part de moi, je t'ai entendu, je te vois, je vois que c'est important pour toi. Et comme tu comptes pour moi, je t'écoute et je vais faire ça. Et à chaque fois que je m'envoie ces messages à moi-même, à des endroits de moi, je m'inclus un peu plus. Je me donne de la valeur un peu plus. Je, je compte un peu plus à mes yeux. Et petit à petit, je m'autorise et je vis davantage. C'est les petites choses qui apportent le plus. Et, euh, et les environnements qui permettent de lancer de nouvelles habitudes. Parce que tant que vous ne l'avez pas expérimenté, à un certain degré, de vous montrer par exemple devant les autres, de montrer vos émotions par exemple. Tant que vous n'avez pas expérimenté ça, c'est très difficile de s'autoriser à le faire. C'est très difficile de dire, allez, demain, devant la boulangère, je montre tout ce que j'ai l'habitude de cacher. Non, bien sûr, je ne vais pas faire ça. Je vais commencer à un endroit où je me sens en sécurité pour découvrir à quel point c'est bon de le faire. Et peut-être qu'un jour, je le ferai avec ma boulangère si j'estime que c'est nécessaire de le faire. Je pourrais encore vous dire d'autres choses, et je vois que ça fait déjà 1 heure qui est passée. Il y a peut-être un message encore que moi j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de me dire à moi, que j'ai envie de vous dire à vous. C'est que je n'ai pas besoin, et vous n'avez pas besoin d'être une autre personne. Je n'ai pas besoin d'être différent de ce que je suis. Vous n'avez pas besoin d'être différent, d'être différente de ce que vous êtes. Je n'ai pas de défaut technique, et vous non plus. Je suis suffisant, et vous êtes suffisant, tel que vous êtes. Je suis et vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes. Et bien sûr, il y a un endroit de vous qui peut-être ne le sait pas. Et bien sûr qu'il y a sans doute un chemin à parcourir pour accepter tout ça. Mais ce que je crois, moi, fondamentalement, c'est que qui que vous soyez là, à m'écouter, à me regarder, vous êtes parfait, vous êtes parfaite, tel que vous êtes. Et l'autorisation ultime, c'est peut-être de reconnaître et d'accepter ça. Que vous n'avez pas besoin de changer, mais de vous accepter tel que vous êtes. Et autour de vous, il y a des personnes qui vous accepteront tel que vous êtes. C'est les personnes avec qui ce sera joyeux de passer du temps. Puis il y a des personnes qui ne vous accepteront pas tel que vous êtes. Et c'est pas très grave, parce que c'est inévitable. On est quand même très nombreux sur la planète, donc inévitablement, il y a des gens à qui je ne vais pas plaire.
eh ben, je passe pas beaucoup de temps avec ces personnes. Et j'accepte qu'elles ne m'acceptent pas. Et, et pour arriver à ça, de manière de plus en plus confortable, eh ben, c'est des petits pas chaque jour. Ça, c'est une clé importante. C'est des petits pas chaque jour. Et donc, ce parcours que donc vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle Je m'autorise à me dire et me montrer, c'est un parcours où on va expérimenter toute une série de pratiques, on va vivre toute une série de pratiques que moi-même j'ai expérimenté, exploré pendant des années, et qui permettent de faciliter tous ces petits pas. Donc c'est un parcours qui commence le 20 avril, qui se termine le 29 juin, donc qui dure un peu plus de 2 mois, où on va être en petit groupe, parce que vous avez bien compris, j'ai insisté sur ce groupe de sécurité à créer, et donc je vais créer avec vous un groupe de sécurité où on sera au maximum une douzaine de personnes, euh, et où on va découvrir ce que c'est de se montrer aux autres. On va découvrir ce que c'est de s'autoriser à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, et où je vais vous partager plus en profondeur certaines des clés que je vous ai partagées aujourd'hui et d'autres clés encore. Euh, et donc, je vous mettrai le lien bien sûr en dessous de cette vidéo, donc vous pouvez regarder le déroulé exactement, mais en quelques mots, on va avoir 5 journées complètes ensemble, des samedis étalés sur cette période de 2 mois et demi euh, à Paris. On aura 6 séances en visio à distance donc pour faire le lien entre notre quotidien et nos expérimentations de groupe. Vous aurez également une séance de coaching avec moi et vous pourrez avoir d'autres séances de coaching si vous le souhaitez pour passer plus de temps sur votre situation bien spécifique. Et tout ça avec un groupe que je vais vous proposer en ligne et qui va vous soutenir en fait tout au long du parcours où vous allez pouvoir partager vos succès et peut-être vos difficultés au fur et à mesure de cette expérimentation. En tout cas, c'est très joyeux pour moi. C'est vraiment je suis très heureux en fait d'arriver dans mon chemin à proposer ça et à partager tout ce que j'ai appris et découvert. Et j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à nous rejoindre bientôt. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, peut-être que je pourrais y répondre. Envoyez-moi des messages. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre attention. Et, et je vous souhaite de vous autoriser des choses qui vous font du bien aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.